Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Célia Méléville, artiste, auteure, illustratrice, thérapeute. Son tarot Murmure de la forêt vient de paraître en auto-édition. Bonjour Célia, bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie, merci beaucoup. Alors, peux-tu nous présenter ton dernier oracle? Oui, tout à fait. Alors, c'est un tarot. C'est un tarot donc avec 78 cartes qui s'appelle Murmure de la forêt. C'est un petit coffret qui arrive dans une boîte livre parce que je l'ai vraiment conçu comme un jeu où chaque carte raconte une histoire. Et ça vient aussi titiller notre enfant intérieur parce que sur chaque illustration, il y a des petits animaux de la forêt qui sont humanisés, donc habillés en humains, donc ils sont anthropomorphiques. Et chaque carte, en fait, sur chaque carte, ils vivent une aventure qui fait référence, bien sûr, à la thématique de la carte du tarot associée. Et à qui s'adresse-t-il particulièrement? Alors, ça s'adresse à tout le monde, mais j'aime bien toujours concevoir mes jeux, puisque ça fait plusieurs années que je crée des jeux de tarot et d'oracle. Ça fait plus de 10 ans. Et à chaque fois, en fait, j'essaie de les rendre accessibles aussi aux enfants, donc avec des illustrations qui vont être douces ou compréhensibles pour les enfants, pour certaines cartes qui peuvent être un petit peu plus difficiles, comme par exemple la carte de la mort ou de la tour ou du 10 d'épée. Et ça me permet justement de pouvoir proposer les jeux à tout le monde, même au travail en famille aussi, puisque comme ça, on peut vraiment utiliser les jeux avec nos enfants, savoir ce qu'ils ressentent, les laisser s'exprimer sur les cartes. Et j'aime vraiment cette approche qui permet à chacun en fait de pouvoir lire le tarot en se sentant dans une bulle de sécurité. On sait qu'on va pas être brusqué. C'est pas une mauvaise chose d'être brusqué, mais là on va dans un terrain où on sait qu'on va dans une sorte de bulle de douceur et on est accompagné justement dans ce dans cette lecture. Donc, il n'y a pas besoin de bien connaître le tarot. Alors, il y a un livret qui l'accompagne avec des petits textes associés pour chaque carte et ça permet à n'importe qui de pouvoir prendre le jeu, en fait, hein. Je sais qu'on dit souvent qu'un jeu de tarot fait un petit peu plus peur parce qu'il y a 78 cartes, donc ça fait un gros bébé à prendre en main et à connaître, comparé aux oracles où on a moins de cartes. Mais finalement, c'est juste un jeu de l'esprit parce qu'une fois qu'en plus on connaît les significations des cartes de tarot, on peut lire n'importe quel jeu de tarot. Donc, on a un travail un petit peu plus fastidieux et un petit peu plus long à faire au début, mais après, c'est bien plus facile puisque du coup, on n'a pas à réapprendre sans arrêt un jeu comme on le ferait à chaque fois pour un oracle. On doit, à chaque nouvel oracle, reconnaître les cartes, relire un livret, etc. Et à quelle fréquence peut-on l'utiliser du coup? Comme on veut. Il n'y a Hmm. pas de, il y a pas de règles dans ce domaine. Chacun se l'approprie en fait. Chacun se l'approprie. Alors, à quel moment tu t'es mise à l'écoute de ta sensibilité? Je crois que c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi, puisque j'ai toujours été en plus une enfant créative aussi. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup exprimée à travers le dessin, à travers les mots, des jeunes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pour moi a fait sens et inné, on va dire. Et du coup, cette créativité, cette sensibilité artistique, tu as décidé d'en faire ton métier déjà quand tu étais enfant? Tu savais que c'était ça qui t'appelait ou tu as un parcours différent, atypique d'autres artistes? Alors, non, moi j'ai su dès l'adolescence que c'était ce que je voulais faire. Euh, j'étais, je me suis vraiment révélée dans les cours d'art plastique quand j'étais adolescente. C'était vraiment mon domaine de prédilection et c'est là où je me sentais le mieux, parce que je me sentais pas très bien au collège, au lycée, ça a été assez compliqué.
mis à part ces cours justement. Et je savais que je voulais orienter mon parcours dès le début. D'ailleurs, j'ai même fait un bac L. J'étais assez douée en maths, mais je voyais pas l'intérêt pour mon parcours de choisir cette voie-là. Donc, j'ai choisi plutôt le parcours L, alors que à l'époque, c'était littéraire. Pardon, je sais que tout a changé maintenant. Donc, un parcours littéraire, alors que j'avais des gros problèmes d'orthographe, puisque je suis dyslexique. Mais j'ai choisi cette embûche-là parce que derrière, je voulais faire la fac d'art plastique, je voulais faire vraiment m'orienter directement dans ce domaine-là. Donc, Oui, donc j'ai eu aucun doute là-dessus. Moi, les cours d'art plastique ont sauvé mon adolescence. mmh. Et du coup, cette créativité, elle est omniprésente dans ta vie, hein. Si on te suit sur les réseaux, on voit, toute la production, artistique que tu déploies. Que signifie pour toi cette créativité? C'est ma respiration. Alors, j'ai trouvé des mots très justes. Je ne sais pas si j'aime beaucoup le chanteur Aznavour et il y a un film qui est sorti sur lui dernièrement que j'ai pu voir, je crois, sur Netflix. Je me trompe peut-être de plateforme, mais je l'ai vu très récemment. Et à la fin du film, il a une parole qui a fait tellement écho à ce que, enfin, l'acteur a eu une parole qui a fait tellement écho à ce que moi je ressens. À un moment donné, il dit si je ne travaille pas ou si je ne chante pas, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est si je ne travaille pas, je meurs. Et ça m'a bouleversée parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que si je ne crée pas, c'est exactement la même chose. Si je ne crée pas, j'ai cette impression de mourir, de plus avoir de sens, que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est terrible de dire ça. Et en même temps, ça donne un tel sens à mon chemin que c'est quelque chose qui me porte tellement qu'en fait, euh, pour moi, ça a un effet, enfin, c'est pas quelque chose de terrifiant. Au contraire, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui me porte. C'est quelque chose qui m'appelle au quotidien. Et, euh, et c'est pareil, tu vois, je travaille énormément, un petit peu trop au goût de certains. Et je me suis mise à écrire dans mon journal ces derniers moments, ces derniers temps, qu'est-ce que je ferais de mes journées si je ne travaillais pas? Parce que j'ai du mal à me projeter dans autre chose. Et 90% de mon temps est consacré à mon travail. Et je me suis rendu compte en faisant des journées un petit peu type de qu'est-ce que je ne ferais pas si je ne travaillais pas, parce que vraiment, j'arrivais plus du tout à me projeter dans autre chose que mon activité. En fait, mes journées seraient quand même chargées de créativité. Donc, j'avais beaucoup de lectures, beaucoup de balades et énormément, énormément de tests de nouveaux projets, de nouvelles techniques créatives. Si c'est pas du dessin, ça aurait été peut-être du tricot ou enfin toujours en fait en lien avec la créativité. Donc c'est vraiment le leitmotiv de ma vie et ce qui me porte. Je partage complètement ton point de vue. Je dis: «Sans la créativité, je meurs» et c'est ce qui me nourrit, d'un point de vue de mon âme, en fait et même si, toute la créativité qu'on déploie, heu, ne nous rapporte pas forcément à chaque fois quelque chose financièrement, c'est tellement plus vaste et plus vaste, plus riche sur un autre plan que ça balaye tout, en fait et c'est vrai que même quand moi j'ai traversé des épreuves extrêmement difficiles, ce qui me permet de rester, alignée, ancrée dans la joie, de toujours m'émerveiller, c'est cette créativité. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est l'émerveillement qui en découle. On voit la créativité, on a tendance à minimiser la créativité et vouloir la mettre dans une case où tu es créatif si tu dessines, si tu peins, si tu tricotes, ce genre de choses, alors que la créativité, elle est aussi dans la façon de s'habiller, elle est aussi dans le fait de regarder un nuage et tout d'un coup s'imaginer un monde derrière, dans les balades que l'on fait, avec comment on analyse ce que l'on voit autour de nous.
On peut l'analyser de façon très, très factuelle. Il y a un arbre, une feuille, ou alors de façon beaucoup plus imagée. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on retrouve la créativité. Et ce n'est pas que dans des activités qui sont artistiques. Il y a aussi toute cette imagination qui va avec, en fait. Et toi, elle se déploie donc apparemment dans le tricot. Est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu jardines? Alors, non, je jardine pas du tout. J'adorerais ça, mais non. Alors moi, j'ai tendance à beaucoup me disperser, ce qui fait qu'il faut que je sois sans arrêt en train de me recentrer sur ma ligne directive, parce que je m'intéresse à peu près à tout à ce niveau-là. Je tricote très peu, non, je tricote des écharpes, quelque chose de standard et de droit, tu vois. Mais cet hiver, tu vois, je me suis intéressée aux chaussettes en tricot et je me suis dit non, faut surtout pas que je parte là-dedans parce que là, nouveau sujet d'intéressement, je m'en sors plus. Je fais principalement de la peinture sous toutes ses formes, avec une prédilection pour l'aquarelle et pour l'acrylique, et de la poterie aussi, et de l'écriture. Ça, c'est vraiment les 3 domaines dans lesquels vraiment je m'amuse le plus. Et est-ce que c'est aussi une façon d'être pleinement dans l'ici et maintenant, dans le présent en fait? Et même si cette créativité, elle nous amène du côté céleste, je trouve qu'elle nous ancre aussi. Oui. Moi, je la compare beaucoup à la méditation pour avoir essayé longtemps la méditation, mais c'est pas quelque chose qui me convient. Je trouve exactement le même bénéfice et la même façon de calmer l'esprit aussi à travers le fait de se plonger dans son dessin, dans la pratique que l'on est en train de faire, quelle que soit la forme. Mais je peux retrouver ça aussi en faisant les vaisselles, tu vois, c'est c'est le fait de se plonger à fond dans une activité qui permet vraiment au corps de se détendre, au cerveau à l'esprit de se détendre aussi. Et ça crée exactement le même mouvement en fait que la méditation. Je comprends. Je t'ai demandé de choisir un titre qui pour toi illustre la créativité, mais finalement tu n'avais pas de choix à me proposer. Oui, je suis désolée, j'ai un petit peu bugué sur la question des, des audios. Euh, et j'ai beau avoir, je sais pas, j'ai pas trouvé. Parce que je trouve qu'en fait, n'importe quelle musique peut être sujette à la créativité, parce que ça t'emmène en plus ça accompagne énormément bien toutes les activités créatives. Mais à chaque fois, ça va t'emmener dans un univers un peu différent, suivant les tonalités que tu écoutes, suivant ce que tu fais. Et, et du coup, je trouve que toute musique est potentiellement créative. Et alors, du coup, quand tu dessines, par exemple, on va parler de ton dernier tarot. Quand tu l'as créé, t'écoutais plutôt une musique dynamique, une musique, enfin des chansons avec paroles, ou plutôt de la musique. Parce que moi, suivant mon process dans l'écriture, j'ai des styles de musique adaptés et différentes en fonction de là où j'en suis dans le processus, tu vois. Alors pour le coup, moi, je regarde plutôt des séries et des films D'accord. quand je crée, mais des séries et des films que je n'ai pas besoin de suivre parce que je ne les suis pas du tout. Comme je te le dis, à un moment donné, ton cerveau décroche complètement de ce qui se passe à côté. Et j'ai énormément revu, donc ce sont toujours des films que j'ai déjà vus. J'ai revu Downton Abbey comme ça. Alors, ça a été que des vieilles séries. Je me suis fait vraiment plaisir sur c'est pas des vieilles séries, mais c'est des séries d'époque. J'ai revu les adaptations de la BBC de Jane Austen avec Orgueil et Préjugés, qui est vraiment exceptionnel. Euh, j'ai revu, qu'est-ce que j'ai vu? Et alors après, sinon, vraiment, quand je dois vraiment me concentrer, j'écoute des musiques qui sont je connais pas bien ce style audio, c'est un peu du chill, tu vois, de la musique assez douce, assez tranquille, avec très peu de paroles. De toute façon, je le mets vraiment en fond, vraiment sonore.
Donc, pour ne pas avoir besoin justement d'écouter que de l'anglais, parce que sinon, dès que c'est du français, bah, mon cerveau reconnecte à ce que les personnes disent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne en fond sonore, des musiques vraiment très assez joyeuses. Et c'est vraiment là-dessus que je vais plutôt me pencher. Ok. Tu es à l'écoute donc de cette créativité. Est-ce qu'on peut dire que cette créativité, elle est guidée par ton âme? Je sais pas. Est-ce que ma créativité est guidée par mon âme ou est-ce que ou est-ce que c'est ma créativité qui nourrit mon âme? Tu vois, j'aurais tendance à me dire que c'est avec ma créativité que je vais nourrir une part de moi qui va être plus en lien avec qui je suis, apaisée, qui va nourrir cet apaisement, comme je le disais tout à l'heure. Euh, j'ai plus l'impression, tu vois, que c'est dans cette relation-là. Et quand ton âme te parle, par quel canal passe-t-elle? Est-ce que tu entends comme une voix? Est-ce que c'est plutôt sensitif? Est-ce que c'est comme une impression déjà vue? Tu vois une image? J'ai, c'est un petit peu comme l'intuition, c'est quelque chose qui se pose comme une évidence. Tu vois, il y a quelque chose où des fois on se pose énormément de questions, on ne sait pas dans quelle direction aller, et tout d'un coup il y a quelque chose qui va faire sens. On n'a pas forcément la réponse de pourquoi ça fait sens, et pourtant ça s'impose comme une évidence. Tu vois, moi je le vois beaucoup comme ça, plus comme une sorte d'évidence qui arrive et qui nécessite pas d'interrogation supplémentaire, de questionnement. Ça ne provoque pas d'émotions très fortes. Au contraire, il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement qui arrive en même temps que cette évidence-là. Et donc là, tu sais que c'est ça. C'est là. Mmh. C'est là qu'il faut aller. Et es-tu attentive aux signaux que ton corps t'envoie de ce qu'il peut te transmettre? Alors, autrefois, oui. Et maintenant, je fais très attention à ça parce que j'ai une maladie auto-immune. Et c'est une maladie qui touche l'estomac, c'est une maladie de Crohn, donc ça touche l'estomac, tout le tube digestif, et ça provoque avec bien sûr des douleurs. Et ce sont des douleurs qui sont liées à la maladie. Et si j'essaie de mettre un sens, c'est ce que je faisais autrefois avant de savoir que j'avais cette maladie-là, si j'essaie de mettre un sens à tout ce que je ressens au niveau corporel, ça va être très compliqué. Je ne veux pas me limiter à ça. Parce que qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion, de l'angoisse qui va arriver, ou de l'ordre de la maladie parce que j'ai physiquement mangé peut-être quelque chose qu'il fallait pas que je mange. C'est très difficile à décoder. Ça peut vite devenir très culpabilisant aussi, et c'est ce que j'ai vécu justement avant qu'on décèle cette maladie qui a été décelée très tard, en 2021, alors que je l'ai depuis de très nombreuses années. Et pendant des années, j'ai vécu dans la culpabilité d'avoir un corps qui fonctionnait pas très bien et de me dire que c'était de ma faute et que c'était ma tête, en fait, qui faisait quelque chose de mal. Alors qu'en fait, j'aurais pu faire toutes les méditations, tous les cours de yoga, tout ce que je pouvais d'un point de vue spirituel n'aurait rien changé au fait que bah, si je mange telle chose, je vais être malade après. Alors que pour n'importe qui, ça passerait. Mais voilà, je fais très très attention à ne pas partir dans cette dérive-là qui peut vite emmener à des problèmes de santé plus graves. Parce que quand on a un problème de santé ou quand il y a quelque chose qui ne va pas physiquement, autant consulter un professionnel de la santé avant quoi que ce soit. Oui, oui, bien sûr. De toute façon, moi, je rêve d'une médecine intégrative et surtout de la prévention à la base. Mais quand on Évidemment. a,
c'est comme quand on aborde la question du transgénérationnel. Avant toute chose, quand on a une douleur, un mal physique, enfin une maladie quelle qu'elle soit, un bobo quel qu'il soit, la première chose à faire, c'est effectivement consulter son médecin, puis il vous dirigera vers des spécialistes. Et c'est dans le cas où on trouve rien n'a rien, là on peut s'interroger sur le transgénérationnel, sur le karmique, pour voir si ça vient pas d'ailleurs, pour pouvoir se libérer. Mais la première chose à faire, bien évidemment, c'est de consulter un médecin, un spécialiste, un thérapeute adapté. Mais parfois, en tout cas, je trouve que notre corps, pour moi, c'est mon âme, en tout cas, moi, qui parle à travers mon intuition, mais qui parle aussi à mon corps quand je suis sourde à certaines choses. Et effectivement, très souvent, il y a une raison à ce bobo, quel que soit le degré et la pathologie. J'ai ce qui me permet de parler à mon corps aussi, tu vois, et de pas être en lutte face à ce que j'ai, mais être dans cet accueil. Et ça, j'ai compris ça il y a seulement quelques années, parce que à l'époque où, par exemple, mon petit frère était gravement malade, d'ailleurs, il est décédé, il avait 4 ans et demi. Quand j'avais co-créé une association pour les enfants malades et tout, dans mes dossiers de présentation, je mettais toujours les enfants luttent avec courage contre la maladie, etc. Et quelques années plus tard, quand moi j'ai évolué sur mon chemin spirituel, je me suis rendu compte que finalement, ça avait un sens. Et ça, alors attention, hein, ça n'enlève pas la douleur, les épreuves que peuvent créer une maladie, mais en tous les cas, si j'étais plus dans l'accueil de ce que mon corps exprimait, bah, ça devenait moins souffrant que quand j'étais en lutte, tu vois, par rapport à ce que je vivais et ce que je traversais. Et comme tu le dis, c'est quelque chose, c'est le rêve d'une maladie d'une médecine intégrative, ou quelque chose que l'on a du coup pas du tout à notre époque, où même chaque médecin a sa propre spécialité. Et quand on a des pathologies comme les miennes, on voit que les médecins ne se parlent pas les uns aux autres. Ils s'envoient des lettres rapidement qui nous font transiter d'un médecin à l'autre, alors qu'il y a des choses qui découlent de sens d'une médecine à l'autre ou d'une pathologie à l'autre. Et c'est compliqué. C'est compliqué de devoir tout décorréler et je pense qu'il faut se fermer aucune porte dans ce domaine-là. D'autant plus que c'est quelque chose sur lequel on apprend constamment. Rien n'est figé à ce niveau-là. Et la médecine n'est pas toute puissante. Les erreurs se trompent. Et moi, j'ai vraiment vécu un parcours médical compliqué, puisque pendant très longtemps, tous les médecins que je voyais, comme j'étais quelqu'un forcément un peu stressé, puisque quand on a mal, on stresse un petit peu. Mais le diagnostic de stress pendant les 20 premières années de ma vie est ressorti. Vous êtes quelqu'un de stressé, c'est normal que vous ayez mal au ventre. Jusqu'à mon dernier médecin qui m'a dit, le diagnostic de stress ne se pose qu'en dernier, une fois qu'on a absolument tout regardé avant. Et c'est là que ça a tout déclenché, comme quoi il faut vraiment aussi tomber sur la bonne personne et le bon médecin, et ne pas hésiter à en changer, pour justement pouvoir après avoir un parcours qui est adapté. Et quand, comme tu le dis, si on peut se faire aussi accompagner, parce qu'on est très vite délaissé aussi dans le parcours médical actuel, où on t'annonce une maladie, et puis 3 minutes après, tu prends la porte, tu es dehors, toute seule à affronter en fait ce qu'on vient de te dire. Et heureusement que derrière tout ça, on peut aussi avoir des accompagnements qui nous aident à surpasser aussi ce choc, et à nous aider à trouver des solutions, pas forcément toujours médicales, pour se sentir mieux dans son corps aussi, et accepter ce qui se joue en nous. Et là où j'ai l'espoir, c'est qu'il y a quand même une ouverture, c'est qu'on voit que dans plusieurs centres d'oncologie, ils font appel maintenant aux magnétiseurs, aux coupeurs de feu, pour non pas guérir, mais en tout cas soulager les patients qui font des chimiothérapies ou radiothérapies, pour les soulager des effets secondaires. Oui.
Et C'est ça, je super. trouve que c'est, une ouverture parce que ça se soustrait pas, ça accompagne, en fait et ça soulage évidemment le patient, la personne qui souffre, de son cancer, par exemple. Oui. Aujourd'hui, qui est Célia Méléville? Je suis, une créatrice, une autrice, je suis une maman aussi et une chef d'entreprise, donc j'essaie de jongler un petit peu, avec tout ça. Et ça te fait des bonnes journées et des bonnes nuits, je Ça me fait suppose? des bonnes journées, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas toujours réussi, mais j'apprends aussi à accepter, de ne pas être parfaite. Mmh. Et est-ce que c'est ta petite Célia qui t'a connectée au monde subtil? Oui, ma petite Célia, c'était une rêveuse. Ma maman m'emmenait, pour les vacances de Pâques, en Bretagne et j'ai découvert, tout l'imaginaire celtique et alors là, la petite Célia s'est révélée. Je voyais des korrigans, partout, je voyais des fées partout, je m'imaginais vivre dans des châteaux. C'est bon, on m'avait perdue. Et aujourd'hui, ça me nourrit complètement encore, et j'adore me dire que je retrouve en fait cette énergie dans mon travail, dans les créations que je fais, que je continue à nourrir ça. Hem, J'entends des fois des personnes, me dire que, enfin j'ai eu un jour une réflexion d'un de mes proches qui me disait, «Mais il faut vivre dans le monde réel», bon, le monde réel, j'y vis. Le monde réel, il fait pas toujours plaisir. Comme je le disais, ben voilà, la maladie, la gestion d'une entreprise depuis plus de 15 ans, c'est quelque chose aussi qu'il faut porter. Mais tout ce qui m'aide à porter aussi cette réalité, c'est toute la créativité du quotidien, toute la façon de voir le monde, d'essayer d'enchanter le monde. Et c'est quelque chose qui se révèle encore plus d'année en année. J'ai l'impression que plus je mûris et plus je me laisse aller aussi à, à cet émerveillement que j'avais quand j'étais enfant et qui me faisait tant de bien. Et aujourd'hui, tu es toujours du coup à l'écoute de cette petite Célia? Ah oui, complètement. Et alors, est-ce que la grande lui parle? Est-ce qu'il y a un vrai dialogue entre la grande, la petite? Qui est la plus bavarde des 2? La petite est la plus bavarde des deux et la grande doit lui dire de temps en temps: «Attends, on est le premier mercredi du mois, il faut faire la comptabilité. Tu joueras avec tes pinceaux après.» Ça, Ouais. il y a des moments où je me fais des listes. Je suis une serial listeuse. Je me fais de nombreuses to-do list. Justement, j'ai une organisation aux petits oignons pour juguler un petit peu la passion de la petite Célia qui, elle, ne vivrait que dans la création. Mmh. Mais non, il faut aussi gérer le quotidien, gérer sa famille, les besoins d'une maison, les besoins d'une entreprise. Et ça, je trouve que, mine de rien, ça se nourrit l'un l'autre parce que un cadre apaisé, une maison sereine, un environnement serein, une entreprise qui où on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire, sa comptabilité, la gestion des fournisseurs, la gestion avec les autres entreprises, permet d'avoir l'espace et de dégager l'espace suffisant pour se laisser aller à la créativité et avoir ce cadre rassurant de OK, tout est en ordre, maintenant je peux vraiment y aller. Je t'ai demandé de choisir une chanson ou une musique qui représente pour toi la féerie et tu as choisi l'univers d'Enya. Tu as pas choisi Ah un oui, titre en particulier, mais son univers. oui, c'est un peu difficile de choisir un titre parce que je sais pas si tu connais? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on peut prendre n'importe quelle chanson d'Enya et être tout de suite projeté dans un univers féerique. Mmh. C'est vrai que c'est un et d'ailleurs, il y avait une autre invitée, quand je lui avais posé cette question sur la féerie, elle avait choisi un titre d'Enya. D'accord, Ouais, elle nous emporte, elle nous fait voyager. Je trouve qu'elle nous amène dans une autre temporalité. oui. J'aime bien voir la féerie un petit peu comme un voile, tu vois, qu'on soulèverait délicatement. Cet effet un petit peu de liminalité où tout d'un coup on passe une porte et on découvre un autre univers
juste derrière le nôtre. Et je trouve qu'Enya a exactement ça. On a l'impression de soulever le voile dès qu'on commence à entendre ses chansons. Quel regard poses-tu sur ton chemin, sur ton parcours? Ça dépend de mon humeur. Alors Et si il y a on est des là, ici et maintenant, toutes les 2 en train d'échanger. Hem, je je suis quelqu'un d'assez, bienveillante envers moi-même. Je sais que tout n'est pas, je sais qu'en moi j'ai, un grand besoin de, j'aurais tendance à vouloir que tout soit parfait, à être assez rigide, tu vois? À vouloir tout structurer. Justement, ça c'est la grande qui aime bien ça mais je sais que c'est pas possible. Donc je me pardonne mes erreurs. J'essaie de faire de mon mieux. Je vois, à quel point, la vie peut être compliquée et difficile à certains moments et j'ai bien conscience que si on se dit: «Ah oui, mais si j'avais su, j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça», à force de refaire le monde comme ça, on finit par s'en vouloir de pas avoir justement eu cette perfection à ce moment-là, de, d'avoir commis des erreurs qu'avec le recul, on se dira: «Mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû faire ça». Sauf que sur le moment, on était dans l'émotion, on était dans nos capacités, physiques ou émotionnelles, que l'on avait à ce moment-là et on n'était peut-être pas capable de faire le choix qu'on aurait fait plus tard. Donc partant de ce principe-là, je fais ce que je peux et je porte un regard, plutôt, bienveillant et j'essaie de pardonner à mes propres erreurs. C'est c'est s'apporter de la douceur et Oui, d'essayer de cesser de s'auto-juger constamment. oui, Mais oui, oui. c'est très difficile ça. C'est difficile et en même temps, comme je te le dis, si on a vraiment ce regard de, c'est quelque chose qui m'a mis, que j'ai eu du temps vraiment à avoir ce regard et à me dire, et j'ai dû vraiment à chaque fois me dire: «Oui, mais attends, c'est là, tu es en train de revivre dans ta tête une situation que tu as vécue peut-être hier, mais hier tu étais fatigué, tu étais malade, tu étais, ceci, tu étais cela, il faisait chaud ou il faisait froid, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la situation dans laquelle j'étais, j'ai fait de mon mieux et j'ai réagi de cette façon-là, même si c'était peut-être pas la meilleure façon de faire». Donc ça permet de vraiment de se pardonner et aussi de pardonner aux autres parce que tout d'un coup, tu te rends compte que les autres, quand ils vont avoir peut-être un mot désagréable ou un geste, oui, mais peut-être que dans le contexte où ils étaient, eux, ils ne pouvaient pas faire autrement aussi. C'est ça et on reste des petits êtres incarnés. On n'est ni Jésus ni Bouddha. C'est ça. Et on commet des erreurs, mais parce qu'on a aussi des capacités limitées et qui évoluent sans arrêt en fonction du jour, de l'heure, de l'état d'esprit, des personnes avec qui on est, tout ça. Et je pense, que l'essentiel, c'est de faire avec le cœur chaque geste, chaque action, de faire en conscience et du coup, bah, c'est juste au moment où on le fait finalement, quand on fait, de cette façon avec cœur et conscience et personne n'est parfait Mmh. et pour le coup, cette chose, cette action, cet acte, cette parole, bah, elle a été, vécue telle qu'elle devait être vécue à ce moment-là. Oui, tout à fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, demander pardon après ou engager une discussion et c'est là Bien sûr. où, la réflexion du après est intéressante aussi pour justement pouvoir, démystifier un petit peu ce qui s'est passé et laisser une ouverture si jamais on a blessé quelqu'un ou alors quelqu'un nous a blessés. Mmh mh, évidemment. Mais souvent, c'est que là, on n'est pas sur cette fréquence, je pense, de l'âme ou celle du cœur. On est en général sur celle de l'ego ou du mental Mmh et mh. c'est là où ça crée, des frictions et c'est bien d'en avoir conscience aussi avec le recul effectivement pour, se pardonner mais aussi, de oser demander pardon, Mmh. s'excuser, peut-être du fait qu'on ait pu blesser, mmh, qu'on ait, oui, maladroitement,
fait du mal à un proche, parce que très souvent, c'est les personnes les plus proches qui souffrent de notre moment de colère, d'agacement, de frustration. C'est les personnes qui se trouvent à proximité. Et oui, parce qu'on a un relâchement avec eux qu'on n'a pas forcément avec les autres. Mm. Donc c'est vrai que notre entourage, bah, c'est important aussi de leur dire combien on les remercie et qu'on les aime de, de nous supporter quand on a nos phases un peu plus down, ou ouais, qu'on est Oui, moins dans cette légèreté de vivre. Es-tu attentive aux signes de la vie? oui, oui, oui. J'aime bien. Ça nourrit mon imaginaire aussi, tu vois, d'être attentive aux signes de la vie. Et alors, quelle est la plus jolie synchronicité que tu pourrais nous partager, qui te serait arrivée peut-être récemment? Je vais te donner un exemple plutôt. Quand on a décidé d'acheter notre maison actuelle, il y avait une boîte à livres dans le petit village où on était. Et j'ai dit à mon mari, écoute, parce que j'aime beaucoup les livres et je vais tout le temps farfouiller dans les boîtes à livres, je lui ai dit, écoute, si jamais on trouve un livre qui, moi, me parle, qui fait partie de mon univers, et un livre qui fait partie de ton univers, en sachant qu'on n'est pas du tout dans dans le Thématique? même univers, et qu'il y avait à peu près 5 livres dans cette boîte à livres, je me dis, cette maison, elle est pour nous. Parce qu'on hésitait beaucoup. Bien entendu, on n'a pas uniquement fait notre choix de maison sur les livres qu'on a trouvés, mais il se trouve qu'on a trouvé un livre. Alors moi, j'ai lu énormément de romances, et il y avait un livre de romance dans la boîte à livres. Et lui, il regarde plutôt il est très, très, très passionné par tout ce qui tourne autour de la finance, ce genre de choses, les mécanismes, comment ça fonctionne. Et il y avait un livre là-dessus, sur je sais plus comment ça s'appelle, les chandelles, je crois, de la bourse. Un truc que moi, je ne saurais pas te dire. Mais il y avait vraiment un livre obscur sur ce domaine-là. Alors, je me dis, bon, ben là, je crois que on a un signe. Ah, là, vous aviez un petit éclairage, un petit clin d'œil pour vous dire, foncez, ça peut être votre maison. Ça peut être sympa pour vous, oui, oui. Et alors, selon toi, qui nous envoie ces signes? Je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais posé la question parce que je pense que la réponse ne m'intéresse pas, en fait. Euh, Ça m'intéresse pas vraiment de savoir si ce à quoi je crois est réel ou pas, parce que chacun croit bien en ce qu'il veut. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si moi, ça me fait du bien. Et j'avoue que ce soit, euh, quel que soit ce qui m'envoie, que ce soit peut-être mes ancêtres, c'est peut-être mes ancêtres, c'est peut-être les fées, c'est peut-être les anges, c'est peut-être Dieu ou les dieux en fonction des croyances de chacun. Moi, je sais que ça me fait du bien d'y croire, que ça m'apporte quelque chose que ça me nourrit. Et je crois que c'est la seule chose qui compte, en fait. Mhm. Donc, du coup, je pourrais pas répondre à ta question vraiment. Ben, tu y as répondu, donc c'est très clair. Que représente pour toi la mort? C'est un passage. Je sais pas ce que je vais trouver de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais pas s'il y a quelque chose de l'autre côté. Et là encore, ça nécessite pas forcément d'avoir une réponse. La réponse va être exactement pareille. Est-ce que ce en quoi je crois va me rassurer, va m'apaiser, et dans ce cas, bah, c'est très bien. Est-ce que ça peut évoluer au fur et à mesure du temps? Oui, et c'est très bien aussi. Et tu vois, sur le dernier tarot que j'ai créé, j'ai renommé la carte de la mort et je l'ai renommé le départ. Ah Et oui, c'est donc on voit un intérieur chaud, douillet, éclairé, avec un fauteuil confortable et une c'est grande vert. porte ouverte qui donne sur l'extérieur, sur une forêt enneigée avec des arbres décharnés et un lapin qui a pris son chapeau et son manteau et qui part dans la forêt en laissant la porte grande ouverte pour quelqu'un d'autre peut-être qui viendra habiter son nouveau foyer. Mais lui, voilà, il part pour une autre aventure, il ne sait pas où il va, mais il sait que c'est le moment d'y aller, en fait. Et tu vois, j'aime imaginer la mort comme ça.
sur le jeu du tarot renard. C'était un renard, un renard fantomatique qui accueillait un petit oiseau blessé, enfin qui était mort, et qu'on voyait on voyait son corps allongé dans la neige et son fantôme se soulever et être accueilli par le fantôme de la mort, du renard de la mort, comme ça. Et cette idée-là de la carte tu avais une idée d'accueil qui était présente aussi dans cette carte-là. Ici, on a la carte vraiment du départ. L'autre, on avait une idée d'accueil. Et finalement, c'est un petit peu un mélange entre les deux qui me parle à moi. C'est cette nouvelle aventure, mais qui peut être accueillante, où on peut retrouver des personnes qui sont là pour nous accueillir aussi. Donc, c'est une porte ouverte. Tu as choisi là, cette fois-ci, un titre pour Oui, symboliser la mort. Quel est-il? oui, c'est le titre de Annie Baylis que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est une artiste que je viens tout juste de découvrir et en fait, quand je me suis posé la question, j'étais en train d'écouter sa musique et je me suis dit, mais ça me fait penser à ça. On a une sonorité qui est un peu justement fantomatique, assez douce. C'est vraiment quelque chose d'assez doux, la voix d'Annie Baylis et sa musique. Et en même temps, il arrive un moment dans la musique où on se sent un peu emporté et il y a des tonalités qui sont plus joyeuses qui arrivent. Mais j'ai aimé retrouver en même temps cette nostalgie et en même temps cette touche qui arrive un petit peu joyeuse et qui dit que c'est pas forcément triste. Ça peut être quelque chose d'entraînant, ça peut être quelque chose qui arrive tout en douceur aussi et qui nous emmène aussi. Moi, j'avais vraiment cette impression d'être transportée dans quelque chose qui reste mystérieux, mais avec une pointe de joie. Ta sensibilité te permet-elle de capter, de ressentir les énergies et notamment les défunts? Alors, je ressens beaucoup les énergies. Ça, c'est quelque chose qui, même des fois, peut être inconfortable, qui me demande des fois de me mettre à l'écart aussi de certaines personnes dans certains groupes parce que j'ai encore du mal à trouver le juste milieu. Euh, et oui, j'ai des c'est un peu intime ce que je te dis, mais oui, il m'est arrivé de voir et d'entendre des personnes proches. Hein. Proches, je ne l'ai jamais vécu pour d'autres personnes qui n'étaient pas de ma famille, mais de voir des personnes défuntes quelques jours après leur mort, leur décès. Et du coup, ça t'a, effrayée, confortée, rassurée? Ça, je me souviens avoir souri plusieurs fois parce que à chaque fois qu'elles sont apparues, c'était pour me confirmer quelque chose. Des questions où je me posais certaines questions et tout d'un coup, j'entendais la voix de ma grand-mère, par exemple, avec ses mots à elle. Et ou dans un rêve aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des rêves également. Mais en tout cas, non, ça m'a jamais effrayée. Non, non. Parce que les premières fois, ça peut être, impressionnant, quand on est, suivant, enfin, j'allais dire jeune, mais non, parce qu'il y a des adultes qui sont effrayés à l'idée, qu'un défunt puisse se manifester, à eux et du coup, Mm. pour d'autres, c'est totalement, rassurant. Donc c'est vraiment propre à chacun finalement. Oui, moi, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais 14 ans et ça m'a vraiment ouvert à la spiritualité après parce que je me suis demandé ce qui se passait. Mais sur le moment, c'était une personne qui venait me dire au revoir. Et il y avait énormément d'affection, en fait, dans cet échange. Et du coup, ça m'a pas du tout fait peur et au contraire, ça m'a ouvert quelque chose. Voilà, quand on a 14 ans, on commence tout juste à se poser des questions sur la vie assez profondes. Et là, ça a été pour moi un point de départ. Mmh. Ce qui voudrait dire, finalement, qu'il y a des liens, qui sont, indéfectibles, les liens de l'amour. Mm.
entre les âmes, finalement, entre les êtres, mais surtout entre les âmes qui naviguent de vie en vie, de monde en monde. Oui, c'est possible. Si tu devais définir l'amour, C'est piège. C'est piège parce que tu vois, quand tu m'as demandé de trouver une chanson, je me suis beaucoup questionnée à ce sujet-là en me disant qu'en fait, il y avait beaucoup d'amours différents. Donc, et en même temps, est-ce que quand on parle de l'amour, on ne parle pas simplement de cet amour qui ne demande absolument rien en retour et du coup, il n'y en a qu'un seul, tu vois. Je me suis posé cette question-là parce que aime-t-on toujours de la même façon? Même les gens qu'on aime fort, quand j'aime ma fille du plus profond de mon cœur, mais quand elle chante en se brossant les dents et que je la vois tournoyer dans la salle de bain avec sa brosse à dents et que ça m'exaspère, mon amour est teinté d'une autre émotion, tu vois. Du coup, c'est difficile, je trouve, de définir l'amour parce que je trouve qu'il peut prendre plein de formes différentes, qu'il peut évoluer, varier, mais qu'il y a toujours cette base, en fait, d'élan, quoi qu'il arrive, vers l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit la situation dans laquelle il est, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il peut dire. Euh, je pense que tu vois, on parlait tout à l'heure de se pardonner et de pardonner aux autres. C'est une fois l'émotion passée, il reste ça. Et ça nous emmène à aller automatiquement vers l'autre. Tu vois, cette attraction, cet élan qui, quelles que soient les choses que l'on vit, nous ramène à cette personne. et du coup, quelle maman es-tu? Je suis une maman stressée parce que je trouve que c'est difficile d'avoir une fille dans le monde dans lequel on vit. C'est pas toujours facile. Je suis une maman qui a beaucoup évolué parce que quand elle était bébé, j'étais une maman très cocon. Je l'avais beaucoup avec moi. Il y avait ce côté assez fusionnel. Et puis, je suis une maman qui évolue beaucoup, qui essaie beaucoup d'évoluer et de faire au mieux. Et, euh, et je suis une maman aussi qui essaie de ne pas projeter sur sa fille ses inquiétudes et son vécu. Ça, je l'ai appris cette année. Parce que ma fille est rentrée en sixième, donc le collège, et tout ce que ça amène au niveau de nous. Hein, on revit les étapes de notre vie à travers nos enfants. Il faut sans arrêt se dire qu'ils sont en train de faire leur propre parcours et que ce n'est pas notre parcours qu'on est en train de vivre à travers eux. Et tu vois, c'est une leçon que j'ai apprise cette année. Et quelle amoureuse es-tu? Je suis une amoureuse sincère. J'aime énormément partager avec alors mon mari, Maxime. J'aime qu'on ait dans notre relation de couple, on a une très très grande sincérité, on partage absolument tout, on n'a pas peur de se dire les choses et justement après d'en rediscuter aussi. Je suis alors ça, c'est dans toutes mes relations, mais je suis quelqu'un sur lequel, alors physiquement, on peut pas forcément toujours compter sur moi parce que je ne peux pas toujours être présente physiquement, mais je suis toujours présente quoi qu'il arrive si mes amis ou même ma famille ont besoin, je réponds toujours à mon téléphone. En tout cas, j'essaye. Et tu es dans l'expression, tu es plutôt pudique, démonstrative? Je suis assez pudique. Oui, je suis assez pudique, mais j'ai besoin de toucher les personnes aussi, tu vois. Donc, Tu vas peut-être être plus pudique dans la manière d'exprimer verbalement ce que tu ressens envers tes proches, mais en revanche, tu as besoin de leur faire des hugs quand tu les vois, c'est ça? ouais, je fais beaucoup de hugs
aux gens que j'apprécie, mais jamais sans leur consentement, tu vois. J'ai toujours, même ma fille, depuis qu'elle est petite, quand je dois lui faire un bisou le soir ou voilà, je lui demande toujours. Enfin, ça c'est quelque chose qui est pour moi primordial. J'aime pas toucher les gens sans leur permission, sans leur demander tout ça, sans qu'il y ait euh, voilà, c'est quelque chose d'important et ça fait partie d'ailleurs de ce que j'ai appris à ma fille est-ce que j'ai le droit de te faire un câlin? Est-ce que j'ai le droit de te faire un bisou? Ça, c'est important. Et au contraire, non, j'ai tendance plutôt à parler et à avoir cette retenue dans mes gestes, même si j'aurais très envie et cet élan d'aller vers la personne. Et s'il y a une sorte de naturel pour moi à prendre dans les bras quelqu'un que j'apprécie, je vais plutôt parler plutôt que de le dire et le demander, tu vois, c'est important pour moi. Donc, si j'ai bien compris, tu n'as pas de choix de musique attitré pour l'amour, hein? Non, je suis désolée. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Quelle est ta définition du bonheur et que signifie-t-il pour toi? Ma définition du bonheur pour moi, alors le bonheur pour moi, c'est quelque chose qui se retrouve dans les petites choses du quotidien. On n'est pas dans une grande joie, dans une grande explosion, tu vois. Mais par contre, on est dans vraiment ce que je te disais tout à l'heure sur le regard qu'on porte sur le monde. C'est là-dedans qu'on va trouver, je trouve, les bonheurs les plus constants. Je trouve que même si le bonheur n'est pas constamment là, et c'est normal, on peut avoir un regard sur le monde qui va dans le sens du bonheur. Et du coup, si tu avais une recette du bonheur à partager, quels en seraient les ingrédients essentiels, l'émerveillement notamment? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est essayer de s'émerveiller un petit peu de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on fait. Il y a plein de petites choses qui nous permettent de vivre ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se cultive en plus, tu vois. C'est un état d'esprit et quelque chose qui s'apprend. Et la joie, que t'inspire-t-elle? La joie, ça va être quelque chose de plus éclatant, tu vois, mais de plus rapide. On a souvent, tu vois, comme les grandes émotions, on va éclater de rire, un peu comme on éclate en sanglots, ou quand, tu vois, c'est quelque chose de très puissant qui nous emporte d'un coup, qui va nous laisser un peu euphorique. Mais c'est pas quelque chose comme le bonheur qui va perdurer, qui va s'incruster dans notre quotidien et dans le temps. Mes amis les jolies fées ont un message à te transmettre. Acceptes-tu? Avec plaisir. Alors, comme on est en distanciel, est-ce que tu préfères me communiquer un chiffre ou un nombre entre 1 et 55? Ou est-ce que tu préfères que je batte les cartes et le message va sauter de lui-même? Je préfère que le message saute de lui-même. Eh ben, tu en as 2 et c'est magique. Les fidèles auditeurs doivent se dire que je radote, mais pour le coup, moi, je m'émerveille à chaque fois parce que chacun des messages vient conclure tout ce qu'on a échangé pendant 1 heure. Il y a la carte de la créativité qui vient de tomber. La créativité s'installe dans ta vie, fais-lui une place et accompagne-la sans douter. Bon, bah, je crois que là, il y a pas de, tu vois, je te la montre. On reconnaît la coquinerie des faits. C'est ça, exactement. Et extraordinaire, hein, le pardon. Ouvre grand les portes du pardon véritable, tu retrouveras la paix du cœur. Elles sont là. Elles veillent sur ce Oui. podcast et je les en remercie parce qu'à chaque fois, je suis bluffée, quoi. C'est les cartes, je les très fort mélange, quand c'est pas même. moi qui les choisis et même quand l'invité me donne un chiffre ou un nombre, je ne triche pas, je peux pas tricher en fait, tu vois? C'est incroyable, c'est merveilleux. On parlait de synchronicité. Exactement. Voilà. Alors, Mais les cartes sont très fortes pour ce genre de petits clins d'œil. complètement. Tu as probablement ta baguette magique, mais si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Il y a tellement de choses qui me viennent et choisir, c'est renoncer. Et là, c'est terrible parce que
On pourrait faire tellement de choses. J'ai l'impression qu'on est dans un monde, et en plus avec l'actualité qu'on a en ce moment, où il y a tellement d'endroits où on aimerait agiter une baguette de fée pour apaiser les tensions, pour retrouver, semer des graines de joie et de bonheur, que ce serait très difficile de choisir quelle action mener en premier. Donc du coup, tu saupoudrais de poussière de fée tous les endroits de l'humanité qui ont besoin de paix, de sérénité et d'amour. Oui, mais je pense qu'on pourrait la saupoudrer partout là en ce moment. C'est ça. Terrible. C'est les fées, en tout cas celles qui communiquent avec moi, je sais qu'elles œuvrent énormément. J'en perds ma voix, tu vois, et elles commencent à être épuisées. Oui. Même si elles ont de très belles ressources, c'est H24, quoi. Que représente pour toi la gratitude? On parlait d'émerveillement. Pour moi, l'émerveillement, la gratitude, ça va quand même ensemble. Parce que la vie, la nature nous offre de telles merveilles que je ne me verrais pas ne pas la remercier, et remercier à la fois la vie, remercier aussi mes proches qui me gâtent quotidiennement. Je pense que la gratitude, de l'émerveillement découle la gratitude. Je sais pas toi, mais quand je vis un moment d'émerveillement, automatiquement, il y a cette gratitude de se dire, je suis là, je vois pas, je vois ça, j'assiste à ça. Je me sens bien, merci. En fait, je trouve que ça découle. Ça va avec. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Puis le fait qu'on soit vivant, moi, chaque matin, je pose le pied hors de mon lit et je remercie la vie d'être vivante, quoi. Tu vois, et j'accueille avec joie ce qu'elle va me proposer dans mon programme, même si ce programme, parfois, peut être chahuté. En tout cas, Oui. quand je me mets dans de bonnes énergies dès le matin, je sais que ce chahut extérieur va moins m'impacter que si je me lève en râlant parce que j'ai dormi que 4 heures et que du coup je suis fatiguée ou qu'il fait trop chaud ou que tu vois. Parce que j'ai testé aussi l'autre formule, ça m'arrive aussi, tu vois, de bougonner. Et ben la couleur de ma journée n'était pas du tout la même, la saveur n'était pas du tout la même. Oui. Donc j'invite tout le monde à expérimenter et effectivement, vous verrez que ça change vraiment les vibrations de votre journée, de votre quotidien. Alors moi, je te remercie infiniment, Célia, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis merci aussi pour les merveilles que tu nous proposes. Tu as un talent fou, tu sais bien écouter ta créativité et en tout cas tu nous l'offres, tu nous la partages et ça c'est précieux. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup pour ton accueil et puis ton écoute aussi. Et je rappelle du coup que ton tarot Murmure de la forêt est disponible sur ton site internet. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi, à très très bientôt Célia pour un live dès que tu auras la sortie d'un nouveau bébé ou pour un nouveau podcast, puisque j'ai d'autres émissions, ce sera toujours un plaisir de t'accueillir. Avec grand plaisir. Je vous remercie tous d'avoir suivi Douceur et Confidence. On arrive tranquillement à la fin de la saison. Donc, je tenais vraiment à vous remercier de votre fidélité, de vos partages, de vos likes. N'hésitez pas à découvrir les émissions scintillantes. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. Merci. Au revoir.